Il y a quelques jours, un membre de notre communauté a franchi les portes d'un dépôt-vente ordinaire et en est ressorti avec un composant Pioneer en parfait état esthétique et électronique pour exactement 15 $. Sur le marché secondaire actuel, cette même pièce s'échange entre 200 et près de 400 $. La semaine dernière, un autre utilisateur nous signalait avoir mis la main sur une paire d'enceintes Vandersteen, une véritable référence du haut de gamme audiophile américain, étiquetée à 98 $ sur une simple étagère de bric-à-brac. Un troisième a déniché une table de lecture Torrens à bras tangentiels dans une vente aux enchères de biens non réclamés pour 185 $, le même lot contenant 2 caissons JBL immédiatement revendus pour 150 $. Ces transactions ne datent pas de 1985. Elles se sont produites récemment, sur le terrain, dans des magasins d'occasion ordinaires. Et derrière ces écarts de valorisation spectaculaires se cache une anomalie structurelle que l'industrie et la distribution de masse refusent d'analyser. La vérité est brutale dans sa simplicité. Les personnes qui cèdent ces appareils ignorent totalement la valeur de ce qu'elles possèdent, et les employés chargés de fixer les prix sur les étagères n'en ont pas la moindre idée non plus. Ce phénomène n'a rien d'un coup de chance et n'a aucun rapport avec une quelconque loterie. Il repose sur 3 mécanismes économiques et logistiques précis qui créent systématiquement ces failles tarifaires. Premièrement, la majorité de ces équipements haut de gamme provient de successions et de liquidations de maisons. Les familles, épuisées et endeuillées, doivent trier 40 ans d'accumulation matérielle pour remplir un camion de déménagement en quelques heures. Personne ne prend le temps d'auditer une chaîne stéréo vintage. Deuxièmement, l'employé du magasin de seconde main utilise un modèle de valorisation simplifié à l'extrême, le seul capable de traiter à la chaîne des centaines de grille-pains, de la vaisselle et des appareils ménagers. Le prix est indexé sur la taille, l'état cosmétique immédiat et l'apparence de modernité. Un imposant boîtier argenté de 1976 a l'air vieux. Il reçoit donc un prix de vieux matériel sans valeur. Troisièmement, le matériel d'exception est visuellement discret, austère et dépouillé. Les véritables légendes de l'ingénierie acoustique ne possèdent aucun écran lumineux, aucun voyant tape à l'œil, aucun logo popularisé par des campagnes publicitaires télévisées. Elles ressemblent trait pour trait à des objets poussiéreux sortis du sous-sol d'un particulier, ce qui explique exactement pourquoi elles restent ignorées sur les étagères jusqu'à votre passage. Sur cet établi, nous ne vendons aucune illusion. La réalité statistique est intransigeante. Lors de la plupart de vos sorties, vous ne trouverez qu'un combiné tout en un en plastique bon marché et une boîte à chaussures remplie de disques compacts rayés. Le stock est aléatoire par définition. Mais lorsque l'une de ces légendes apparaît sur une étagère, vous disposez d'exactement 10 secondes pour analyser l'objet et prendre une décision avant qu'un autre client ne pose la main dessus. Pour opérer cette sélection instantanée, notre méthodologie repose sur 3 piliers d'évaluation stricte: le nom, l'état des suspensions et la valeur future de l'appareil. Tout doit être diagnostiqué en magasin en quelques secondes, manuellement et sous pression. Avant même d'aborder la liste des pièces maîtresses, un avertissement technique impératif s'impose pour désamorcer le piège marketing le plus répandu du marché de l'occasion. Vous croiserez inévitablement des enceintes Bose 901. Elles en imposent visuellement avec leurs 9 haut-parleurs, leur nom prestigieux et leurs tarifs d'origine très élevés. Pourtant, acheter une paire de Bose 901 sans son boîtier d'égalisation active dédié revient à acheter un déchet inutilisable. Ces 9 petits transducteurs de 4 pouces et demi ont été spécifiquement conçus pour recevoir une correction active pouvant atteindre 18 décibels d'amplification dans le registre grave, ce qui représente une demande de puissance environ 60 fois supérieure dans les basses fréquences. Aucun amplificateur standard ne peut délivrer une telle réponse sans ce module externe. Sans égaliseur, aucune restitution musicale n'est possible. De la même façon, tout châssis présentant une odeur de composants brûlés ou une ébénisterie en aggloméré gonflé par l'humidité doit être rejeté sans hésitation. Remplacer une suspension en mousse est une opération de 25 $, mais un panneau d'aggloméré déformé par l'eau est une condamnation définitive. Ces règles d'exclusion étant posées, une question technique et financière centrale demeure.
Comment identifier immédiatement les 7 véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie audio dissimulés sous une apparence banale? Et comment décoder en un coup d'œil les caractéristiques qui séparent une simple épave d'une pièce d'histoire valant plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars? Commençons ce décompte méthodique par le numéro 7, qui représente la légende acoustique la plus fréquemment rencontrée dans les rayons de seconde main. La grande enceinte Advent originale, conçue par Henry Kloss. L'objectif industriel de Kloss était de briser la barrière tarifaire de la haute fidélité en offrant aux utilisateurs ordinaires des performances sonores comparables à des modèles coûtant plusieurs fois leur prix. Cette réussite technique et commerciale a été si massive que ces enceintes ont inondé le marché, expliquant leur présence continue aujourd'hui. Pour l'identifier instantanément, un coffret rectangulaire imposant, habillé de plaquages noyés ou de vinyle noir, arborant le badge Advent et dissimulant derrière sa grille une architecture minimaliste composée d'un unique haut-parleur de grave de 10 pouces et d'un petit tweeter. Sur le plan du diagnostic, une pression délicate sur le pourtour du cône de grave révèle presque systématiquement une suspension en mousse totalement désagrégée par 50 années d'oxydation. L'acheteur non averti y voit un déchet technique irrécupérable, alors qu'un kit de remise en état coûte environ 25 $ et s'installe sur une table de cuisine avec un simple sèche-cheveux. Une paire restaurée se négocie couramment entre 150 et 200 $, atteignant jusqu'à 300 $ pour les versions en noyer véritable, nettement plus cotées que les finitions utilitaires en vinyle. Le numéro 6 illustre parfaitement le paradoxe du meuble méprisé. Les platines automatiques Garrard et Dual dissimulées à l'intérieur des consoles stéréo monobloc. Ces imposants meubles en bois de près de 2 mètres de long sont souvent bradés à 40 $ parce que leur encombrement logistique rebute les acheteurs. Pourtant, en soulevant le couvercle supérieur, on découvre fréquemment une mécanique de haute précision britannique Garrard ou ouest-allemande Dual, dotée d'un plateau métallique lourd et d'une ingénierie mécanique sophistiquée, vendue individuellement plusieurs centaines de dollars. Certains modèles intègrent même des amplificateurs et tuners à tubes de marque Fisher, accompagnés d'un ensemble complet de transducteurs. Le critère d'identification repose sur l'inspection visuelle sous le panneau. Privilégier un lourd plateau en métal plutôt qu'en plastique et vérifier la plaque indiquant une fabrication en Angleterre ou en Allemagne de l'Ouest. Le compromis technique exige ici un dégraissage complet des systèmes à galets d'entraînement, dont les lubrifiants ont figé avec les décennies, ainsi qu'un ajustement minutieux des tringleries automatiques. La valeur réside exclusivement dans l'électronique et la platine, le meuble lui-même étant dépourvu de valeur marchande. Le numéro 5 nous amène au composant Pioneer TX7800, payé 15 $, et permet de décoder la nomenclature industrielle de l'ensemble du catalogue vintage de la marque japonaise. L'erreur commune consiste à qualifier cet appareil d'ampli-tuner. Il s'agit en réalité d'un tuner pur, un récepteur radio sans étage d'amplification de puissance. La structure des références Pioneer est d'une rigueur absolue. Le préfixe TX désigne un tuner radio exclusif. Le préfixe SA correspond à un amplificateur intégré sans section radio. Et le préfixe SX identifie l'ampli-tuner combiné plébiscité par le grand public. C'est précisément cette séparation des fonctions qui crée l'opportunité économique. Un tuner seul est incapable de produire du son sans être relié à un amplificateur et des haut-parleurs, ce qui le condamne à l'abandon sur les étagères alors que les modèles intégrés SX disparaissent en quelques minutes. Une fois cette clé de lecture maîtrisée, un tuner TX7800 acquis pour 15 $ représente une valeur de marché oscillant entre 225 et près de 400 $. Au quatrième rang se distingue l'ingénierie helvétique avec les platines Torrens TD125 et TD160. Conçues selon les standards de l'horlogerie suisse, ces tables de lecture exploitent le principe fondamental du contre-châssis suspendu où le plateau et le bras de lecture flottent sur un ensemble de ressorts calibrés logés à l'intérieur du socle. Cette isolation mécanique découple totalement la cellule phonocaptrice des vibrations extérieures, des bruits de pas et des résonances acoustiques de basse fréquence. Pour valider l'authenticité du système, une légère pression verticale sur le plateau doit provoquer une oscillation souple et amortie sur les suspensions. Le point critique qui détermine l'intégralité de la valeur réside dans l'intégrité du bras de lecture et de la cellule. Un exemplaire TD125 en parfait état mécanique et cosmétique atteint 900 à 1000 $,
tandis qu'un modèle doté d'un bras faussé ou grippé voit sa cotation s'effondrer radicalement. Le numéro 3 contourne délibérément tous les codes visuels du marché, les enceintes Vandersteen modèle 1 et 1B. Conçues en Californie par la société de Richard Vandersteen, ces colonnes acoustiques ressemblent à de banals blocs de mobilier de bureau recouverts d'une chaussette de tissu noir intégrale, sans haut-parleurs apparents, sans façade laquée, ni logo frontal ostentatoire. L'identification exige de contourner l'enceinte pour lire la plaque constructeur située à l'arrière. La véritable force industrielle de Vandersteen réside dans une continuité de service exceptionnelle, l'entreprise assurant encore aujourd'hui la maintenance technique de tous les produits fabriqués depuis 1980. Une paire de modèle 1 s'échange entre 375 et 750 $. Les compromis portent sur l'usure du tissu acoustique externe et une masse importante d'environ 20 kg par unité, imposant des contraintes logistiques strictes lors du transport. Le numéro 2 illustre une rupture technologique radicale avec les standards du design domestique. La gamme Klipsch Heritage, comprenant les modèles Hérésie, Cornwall, la Scala et le mythique Klipschorn. Ces enceintes se présentent sous la forme d'imposants caissons bruts en contreplaqué lourd, dépourvus du moindre artifice visuel, rappelant le matériel de sonorisation d'un auditorium scolaire ou d'un gymnase municipal. Cette austérité industrielle constitue leur meilleur camouflage. Sous cette enveloppe utilitaire se cache le principe acoustique du pavillon à compression, la solution d'ingénierie la plus efficiente jamais mise au point pour convertir la puissance électrique en pression acoustique. Grâce à ce rendement hors norme, un amplificateur délivrant seulement un unique watt suffit à remplir une pièce entière d'un niveau sonore dynamique et réaliste. Cette supériorité électroacoustique se traduit par une valeur marchande soutenue. Les modèles de la série Héritage s'échangent couramment sur des montants à 4 chiffres, le modèle d'entrée Hérésie dépassant à lui seul largement la barre des 1000 $ sur le marché secondaire, tandis que les références supérieures atteignent des sommets bien plus élevés. Pour les identifier, recherchez un caisson massif en contreplaqué dense, un emblème métallique Klipsch et, derrière la toile, l'embouchure rectangulaire caractéristique du pavillon aigu au lieu d'un dôme classique. La présence d'une plaque gravée portant le numéro de série à l'arrière confirme la traçabilité rigoureuse instaurée par Paul Wilbur Klipsch. Le compromis technique exige toutefois de vérifier scrupuleusement le fonctionnement des moteurs à compression et d'anticiper le remplacement des condensateurs de filtrage, dont l'électrolyte s'est inévitablement dégradé après plusieurs décennies d'exploitation. Au sommet de cette hiérarchie se trouve le numéro 1 absolu, le modèle dont l'empreinte visuelle doit être immédiatement mémorisée, la JBLL100, connue sous l'appellation L100 Century. Durant les années 1970, cette référence s'est imposée comme l'enceinte haute fidélité la plus vendue sur le sol américain, présente dans toutes les publications spécialisées et les installations universitaires. Cette diffusion massive garantit qu'un nombre conséquent d'unités circule encore aujourd'hui. L'anomalie économique majeure qui propulse cette référence en première position provient d'une décision industrielle directe de JBL, la mise sur le marché d'une réédition contemporaine commercialisée à plus de 2600 $ l'unité. Cette réintroduction à tarif d'exception a mécaniquement tiré vers le haut la valeur des modèles d'origine, propulsant les paires vintage en bel état entre 1500 et 2000 $. L'identification visuelle à distance repose sur un élément unique au monde, la façade sculptée en mousse quadrex, moulée selon un motif géométrique quadrillé décliné en teintes orange, bleu, brune ou noire, montée sur une ébénisterie en noyer. Derrière ce panneau exclusif se trouve un imposant haut-parleur de grave de 12 pouces doté d'un cône blanc distinctif. Lors de l'examen en rayon, l'effritement de la mousse de façade sous l'effet du temps ne constitue pas un obstacle rédhibitoire, des reproductions conformes étant disponibles, mais l'état des suspensions du woofer et l'intégrité sonore des 3 transducteurs doivent être validés. Une enceinte dégradée au haut-parleur détruit n'est qu'un lot de pièces détachées, la rentabilité reposant exclusivement sur un coffret préservé et des composants fonctionnels. Face à ces opportunités, l'évaluation sur le terrain s'exécute selon un protocole strict de 30 secondes en 5 étapes. Première étape,
Soulevez l'appareil, car la masse physique reflète la réalité technique de l'époque, les transformateurs d'alimentation de 1976 étant forgés dans du fer et du cuivre massif. Deuxième étape, déchiffrer les références et logos gravés pour distinguer immédiatement une électronique noble d'une fabrication générique. Troisième étape, tester l'odeur du châssis, toute émanation de brûlé interrompant net l'achat. Quatrième étape, vérifier la balance des canaux lors d'une mise sous tension, en intégrant qu'un potentiomètre de volume qui crache est une anomalie mineure, alors qu'un canal muet impose une renégociation tarifaire agressive. Cinquième étape, faites une offre directe, ces enseignes acceptant très couramment les propositions de rachat sur les équipements volumineux. L'analyse transversale de ces 7 références met en lumière une loi fondamentale du marché de l'occasion que tout acheteur averti doit impérativement assimiler. Chaque équipement de valeur réelle partage une esthétique austère, vieillotte ou en apparence détériorée. C'est précisément cette discrétion visuelle qui constitue la barrière de protection maintenant ces joyaux sur les étagères jusqu'à votre passage. Dans l'écosystème des magasins de seconde main, l'aspect rugueux et utilitaire est votre allié objectif, tandis que les surfaces rutilantes, chromées et séduisantes sont le piège tendu par le marketing de masse. Qu'il s'agisse de la grande enceinte Advent conçue par Henri Closs, dont la suspension périphérique pulvérisée masque une musicalité digne de modèles plusieurs fois plus coûteux, ou des platines automatiques Garrard et Dual, enfouies dans des meubles massifs et dédaignés de 2 mètres de long, la valeur se trouve toujours là où le grand public ne regarde pas. Cette logique s'applique tout autant au tuner Pioneer TX 7800, abandonné pour 15 $, simplement parce qu'il nécessite un amplificateur dédié pour fonctionner, qu'à la table de lecture Torrens à sous-châssis suspendu sur ressort, capable d'atteindre 1 000 $ dès lors que son bras de lecture et ses liaisons mécaniques sont intactes. Elle se vérifie enfin avec les colonnes minimalistes Van der Steen habillées de tissu noir intégral dont le service après-vente d'usine reste garanti depuis plus de 4 décennies. Les caissons bruts en contreplaqué Klipsch Héritage, convertissant 1 seul watt d'énergie en une dynamique monumentale grâce à leur pavillon de compression. Et les légendaires JBLL 100 Century, dont la réédition moderne à 2 600 $ l'unité a propulsé les versions originales à des niveaux de cotation historiques. Pour exploiter ces anomalies économiques lors de vos interventions sur le terrain, le protocole d'inspection rapide doit être exécuté avec une rigueur chirurgicale. Lorsque vous soulevez un appareil, rappelez-vous que la masse physique est le premier indicateur de probité technique. En 1976, le dimensionnement des alimentations reposait sur de lourds transformateurs en fer et en cuivre, gage d'une réserve de courant stable et durable. Lors du décodage des marquages, privilégiez toujours la rigueur des préfixes constructeurs et l'authenticité des badges plutôt que la complexité apparente des façades. L'examen olfactif constitue votre coupe-circuit absolu. Une odeur âcre de vernis d'enroulement calciné ou de résistance carbonisée signifie la fin immédiate de la transaction. En cas de test sous tension en magasin, apprenez à hiérarchiser les pannes. Un potentiomètre encrassé produisant des bruits parasites lors de sa rotation est une formalité de maintenance courante et peu onéreuse, tandis qu'un silence total sur une voie traduit une défaillance d'étage de puissance, représentant un argument décisif pour une renégociation agressive du tarif. Enfin, n'hésitez jamais à soumettre une offre de rachat inférieure au prix affiché. Les gestionnaires de ces stocks cherchant en priorité à libérer de l'espace au sol monopolisé par les pièces encombrantes. Pour structurer cette démarche sans risquer votre capital sur des réparations irrécupérables, toutes les grilles d'évaluation détaillées, les listes d'exclusion techniques, les sélections d'équipements durables et les 130 cotations réelles et actualisées sont compilées sous forme de fiches méthodologiques condensées en 36 pages d'analyse technique objective, exemptes de tout partenariat commercial. L'objectif unique de cette approche consiste à substituer l'expertise méthodique à la spéculation aveugle. Il est temps de cesser de payer pour des emblèmes publicitaires et de réinvestir exclusivement dans l'intégrité de la reproduction sonore. L'ensemble des anomalies économiques et des découvertes documentées sur le terrain convergent vers une réalité industrielle indiscutable. La valeur d'un appareil audio n'est pas déterminée par la sophistication de son emballage marketing contemporain,
mais par la rigueur de son architecture physique originelle. Lorsque l'on met en perspective la trajectoire des 7 références analysées, une constante technique émerge avec netteté. Les enceintes Advent d'Henri Closs prouvent qu'une conception acoustique à 2 voix sans compromis traverse un demi-siècle malgré l'usure naturelle d'une suspension périphérique à 25 $. Les platines Garrard et Dual démontrent que la précision micromécanique d'un lourd plateau métallique résiste à l'abandon au fond d'un meuble massif dédaigné par la foule. La codification rationnelle des tuneurs Pioneer TX rappelle qu'un étage de réception haute fréquence dédié conserve sa superbe électromécanique, même lorsque le grand public le délaisse au profit de combiner tout en un éphémère. Le contre-châssis suspendu sur ressort des Thorins TD 125 et TD 160 illustre la pérennité de l'horlogerie appliquée à la lecture vinyle, tandis que les colonnes Van der Steen confirment qu'une acoustique de premier ordre s'affranchit de toute concession visuelle grâce au support ininterrompu de son concepteur depuis les années 1980. Enfin, l'efficacité monumentale des pavillons Klipsch Héritage et le rayonnement intemporel des JBLL 100 Century, dont la réédition moderne à prix d'or valide rétroactivement le génie des pièces d'époque, scelle la supériorité de l'ingénierie brute sur les artifices du design de consommation. Pour naviguer avec succès au cœur de ce marché sans tomber dans les pièges de la détérioration irréversible, le consommateur averti doit appliquer un algorithme de sélection sans faille. Première décision, exclure d'emblée les illusions technologiques telles que les systèmes Bose 901 dépourvus de leur module d'égalisation active indispensable, tout matériel dégageant une odeur d'enroulement calciné ou toute ébénisterie en aggloméré déformée par l'humidité, car un coffret gonflé par l'eau représente une mort structurelle définitive. Deuxième décision, appliquer le diagnostic physique instantané en magasin en soupesant l'appareil pour évaluer la masse de fer et de cuivre de ses transformateurs d'alimentation, en déchiffrant la nomenclature exacte des badges constructeurs, en testant l'intégrité des suspensions souples et en vérifiant la symétrie des canaux d'amplification. Troisième décision, intégrer la hiérarchie des pannes pour transformer les défauts cosmétiques et les bruits de potentiomètre en levier de négociation directe lors du passage en caisse. Cette grille d'analyse déconstruit le narratif dominant entretenu par l'électronique grand public moderne, qui cherche continuellement à assimiler l'ancienneté à l'obsolescence pour justifier le renouvellement perpétuel de produits jetables aux marges exorbitantes. Les rayons des magasins d'occasion et les ventes de succession ne sont pas des décharges de technologies dépassées, mais les ultimes sanctuaires où subsistent des solutions électroacoustiques nobles, construites pour durer des générations et réparables sur un coin de table. En substituant l'analyse métrologique et la compréhension des schémas industriels aux séductions de façade des catalogues commerciaux, l'acheteur cesse d'être la cible passive d'un discours publicitaire pour devenir le garant d'une consommation lucide et exigeante. La véritable haute fidélité ne réside pas dans le prestige éphémère d'un logo flambant neuf, mais dans la vérité acoustique et matérielle d'une ingénierie honnête.